Quand on fait un show d'aviation, on n'a comme pas le choix de faire un tour à Saint-Hubert. C'est un passage obligé, l'ENA, l'École nationale d'aérotechnique. On est avec Emmanuel Chalifou, qui est enseignant à l'ENA, juste à côté d'un RV6, parce que le RV6 a une importance particulière ici, c'est-à-dire que vous en faites un projet scolaire, ni plus ni moins. Là. Exactement, oui. En fait, ce qu'il faut savoir au départ, c'est que le RV6, c'est un avion normalement en kit. Monsieur, madame, tout le monde pourrait acheter. Nous, à l'ENA, en fait, ça a débuté le projet aux alentours fin des années 90. On a acheté seulement les plans de Vans Aircraft, la compagnie qui fabrique le kit. C'est quoi le plus grand défi, justement, pour un étudiant qui va s'attaquer à la construction d'un avion? Bien, il ne va pas le bâtir d'un bout à l'autre, dans son cas ici, mais il doit avoir des parts de découragement à un moment donné? Ou... Bien, je te dirais, tu sais, dans le cas du RV6, ce qui était le plus décourageant, c'est que c'est ça, on avait un kit d'assemblage. C'est parti d'un avion de papier? Et c'est un avion bien réel aujourd'hui. Exactement. C'est un kit qui est très populaire, fait qu'il y a beaucoup d'informations disponibles. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, il y a la propulsion, il y a le moteur qui a été... en fait, le travail a été fait par des étudiants de maintenance ou propulseurs qui ont ajouté le moteur. La même chose au niveau de l'avionique, toute l'instrumentation, bien, ça a été fait par les étudiants d'avionique. Essentiellement, c'est sûr que toute la structure, c'est plus là, en génie, les étudiants de technique de génie aérospatial qui ont travaillé là-dessus. Mais oui, c'est un avion qui a été construit à 100 là, pratiquement par des étudiants au fil des ans. Ça a pris à peu près 15 ans à finir le premier, mais on s'entend, c'est des étudiants qui travaillaient. Ouais. Souvent, la question qu'on se fait poser, les gens ils nous disent « Ouais, mais là, un avion construit par des étudiants, ça vous énerve pas de voler là-dedans? » Mais non, parce que en fait, il y avait tout le temps à peu près 3-4 profs qui surveillent le travail. Puis, étant donné qu'on fabriquait nos pièces, si à un moment donné, il y a une pièce qui est pas bonne, bien, on dit « Ah non, on la recommence, puis that's it, ça va juste prendre un peu plus de temps. » Lui, il vole. Là. Lui, il vole. Il est certifié. Là, actuellement, cette semaine, il vole pas parce qu'on est en inspection. Évidemment, c'est un avion qui doit subir ses inspections régulières. Mais non, il est en parfait état de vol. Je suis une des preuves vivantes que ça vole, puis ça leur atterri, puis tout va bien. Puis là, bien, c'est sûr, aujourd'hui, les avions qu'on fabrique, bien là, on a tout ce bagage-là d'informations. Ça va plus vite, c'est fabriquer des pièces. Premièrement, tout notre outillage est existant. Il est fabriqué déjà, oui. Fait que souvent, là, mes étudiants qui travaillent actuellement encore sur, on va dire, des portions papier, bien, gars, on va aller voir dans l'avion de quoi ça a l'air, ce qu'on n'avait pas à ce moment-là. Là. Emmanuel, quelqu'un qui est passionné, qui veut venir étudier à l'ENA, est-ce que, je sais qu'il y a quelques années, c'était contingenté, là, maintenant, on en est où? Actuellement, ça va très bien, puis même, on manque d'étudiants, en fait. Là. Fait que c'est ça que je trouve extraordinaire dans le domaine de l'aéronautique. C'est sûr, ça a des hauts et des bas, mais la main-d'œuvre est là. C'est des jobs intéressants. Moi, ce que j'aime dire à mes étudiants, c'est que tu es en haut de la pyramide de la technologie. Tu sais, tout ce qui se développe, toute la high-tech, c'est l'aviation. Ouais. Il y a bien des gars ici qui sont passionnés d'automobile, par exemple, mais tu sais, ça se ressemble souvent. Là, tout ce qui est technologique, mécanique, là, si tu veux travailler quelque chose de haut niveau, comme on dit souvent, le ciel n'a pas de limite. Là. Non, c'est ça. Il y a la Formule 1, puis il y a l'aviation. c'est presque la même chose. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça fait plaisir. Combien de temps ça prend à la Station spatiale internationale pour faire le tour de la Terre? La réponse, après la pause. La Station spatiale internationale met à peu près 1h30 à faire le tour de la Terre. Ça veut dire qu'on voit le Soleil se lever et se coucher à chaque heure et demie. Lever du Soleil, 45 minutes plus tard, coucher du Soleil, 45 minutes plus tard, lever du Soleil, et ainsi de suite. On a 16 jours par jour quand on est à bord de la station. Et la raison pour laquelle elle doit aller à cette vitesse-là, et précisément à cette vitesse-là, c'est la vitesse requise pour que la courbe de la chute de la station, parce que les moteurs sont coupés, alors elle tombe, mais la courbe de sa chute correspond exactement à la courbure de la Terre. Et donc, on tombe sans arrêt et on fait le tour de la Terre. Si je prenais un objet là, et je le lançais exactement à la bonne vitesse, négligeons le fait qu'il y a de l'air, qui ferait du vent et du frottement, je verrais l'objet tomber de l'autre côté de l'horizon et 1h30 plus tard, il reviendrait me frapper en arrière de la Terre. Obélix, il l'a fait, ça? Oui. Ouais.
On est de retour en studio à l'ENA, entouré d'avions, un studio dans lequel moi je dormirais, là, c'est pas compliqué. Oui, c'est ton genre, hein? Oui, absolument. Hey, ça ferait une belle chambre, j'aimerais bien ça. Max Shea, Yes. qui a tellement aimé son expérience d'hydravion avec Ghislain Buisson plus tôt dans la saison. Max, t'as voulu qu'on te réinvite, ça nous fait grand plaisir de te recevoir à nouveau. T'as volé dans quoi, là? Hein? J'ai volé dans un appareil que j'avais premièrement jamais vu de ma vie. Qui est un autogire, Ouais. qui est un mix entre un hélicoptère, un avion. C'est pas, c'est comme ça a été mis dans une casserole, ils ont brassé ça, tadam! En tout cas, Oui. dans ma tête, c'est comme ça que ça a été C'est inventé. à peu près ça c'est de ça que ça a l'air. C'est ça. Et j'étais avec David. David, qui est vraiment là, c'est un professionnel. Il a fait du parapente à moteur. C'est tout un pilote. Ouais. Et il me fait vivre l'expérience autogire. Ouais. C'est tout un monde. Toi, est-ce que tu as déjà essayé ça? J'ai jamais essayé l'autogire. Ça va peut-être me donner le goût, par contre. On va regarder ton reportage. Hola! Yes! J'imagine que c'est toi, David? Oui, bienvenue à Saint-Apollinaire. Hey, merci! Wow! Fait que c'est ça les machines. C'est On a, ça. côte à côte, fermé, un avant de l'autre, fermé. On a des ouverts. Ben oui! Pour ceux qui sont un peu plus sportifs et qui aiment l'aventure. OK, donc là, on peut piloter comme ça, là. Pas Oui, pas de toit, juste c'est un ça. windshield, puis un c'est peu légal, comme- ça. Absolument. C'est un peu comme une moto des airs. OK? Ça, c'est plus comme une voiture sport un peu. Là. Ah ouais, hein? OK. Ça me parle un peu, puis là, tantôt, c'est drôle, tu disais côte à côte. Moi, dans ma tête, un côte à côte, là, c'était un 4 roues à 2, là. Exactement. Mais C'est là- la position un à côté de l'autre ou la position tandem. OK, puis qu'est-ce qui est le plus tripant, mettons, comme côté Ça passager? dépend. C'est sûr que le un à côté de l'autre, quand, mettons, quand tu pars avec ta conjointe ou quand tu pars avec des amis, c'est le fun d'être un à côté de l'autre, la proximité, tout ça. Quelqu'un qui vole seul un peu, plus souvent, ben le tandem est bien parce que là, la visibilité droite, gauche est encore plus, Ah est ouais. plus là. Ouais. T'as peut-être plus le feeling de c'est presque moi qui pilote. Oui, ben c'est ça. Ça fait un peu avion de chasse, là, tu sais. Ouais, hein? Puis honnêtement, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ben, j'en ai peut-être vu dans les airs, puis j'avais aucune idée c'était quoi. Mais j'ai l'impression que c'est nouveau, mais c'est pas récent, cette affaire-là. Non, l'autogire date 1923. Par contre, ces autogires-là, on les appelle des autogires de nouvelle génération. Donc, c'est plus une chaise avec des pales en bois puis des moteurs deux temps. Ça a beaucoup évolué, des constructions amateurs, tout ça. C'est des constructions d'usines qui sont faites de façon professionnelle et avec des moteurs 4 temps, double allumage, double pompe à gaz. C'est vraiment fait pour être très, très, très fiable. Fiable. Ben, c'est bon, c'est le mot que je veux entendre. là. Absolument. Parce c'est que très je suis sécuritaire. très green, hein? J'ai jamais embarqué là-dedans. J'ai fait une fois de l'ULM. OK? Est-ce que ça ressemble à ça? Ou pas pantoute? Non, c'est assez différent. Très, très stable, un autogire. Là. La voilure tournante fait que ça rend le vol très stable. On a beaucoup de visibilité, on a beaucoup de maniabilité, des vitesses de 0 à 120 000 à l'heure. Donc, c'est ça. OK, ça va vite, là. Ça va très vite. Ça peut aller vite, mais ça peut aussi aller très lentement. C'est ça qui est intéressant. OK, on s'enligne pour décoller. Vous direz quand vous êtes prêts, les gars, pour vos tests mag, tout. On commence par décoller. Ah, ça c'est fait. On va dans On est caméraman. Regarde, caméraman. Bonjour. C'est parti. Comment est-ce que ça se pilote? Avec les pieds, avec les mains? Comment ça se conduit? En fait, un autogire, c'est quand même assez simple à piloter une fois en vol. Hein. Le gaz, ben, une fois qu'il est ajusté, on ne touche plus bien. Ça va gérer pas mal notre vitesse. Les pédales, une fois que le nez de l'appareil est dans le vent, on touche plus bien à ça. Donc, ça se pilote pratiquement que aux manches. Donc, droite, ça va à droite, gauche, ça va à gauche. Tu tires, ça monte, tu pousses, ça descend.
c'est assez basique là, rendu en vol. Je dirais que où ce qu'il faut pratiquer beaucoup, c'est vraiment le décollage puis l'atterrissage, les approches et tout ça. Puis une fois qu'on a pratiqué ça, là, le vol, c'est assez accessible à tout le monde. Puis la gâchette, c'est pour les missiles. La gâchette, c'est pour parler aux autres avions. Hein, parce que tout ce qu'on va se dire en vol va rester entre nous. OK. Sauf quand on pèse sur le piton, bien là, c'est transmis sur les ondes. Ah, faut faut faire attention. Merci, c'est noté. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre d'embarquer dans ce volet-là plus qu'un autre? Écoute, c'est la maniabilité, la visibilité, la plage de vol aussi, là, de vitesse. Là, on peut voler de 0 à 195 km/h. Le coût d'opération aussi, là, on est autour de 60-80 $ de l'heure là, pour opérer la machine, là, gaz, maintenance, assurance, tout ça. Tu as ton école, tu montres aux gens, tu formes les gens comme moi, les petits nouveaux, à faire de ça, mais tu es aussi dépositaire. C'est toi qui faut venir voir si on veut voler de même? Oui, absolument. On est dépositaire pour la marque Autogiro là, pour le Canada au complet, et ça depuis 2008. Est-ce que c'est un service touristique que vous offrez aussi? On peut-tu payer pour se faire grimper la nuit là, dans les airs? Malheureusement, il n'y a pas de licence commerciale dans l'Autogiro. OK. C'est quelque chose qu'on veut développer, mais il n'y a pas de licence commerciale à ce jour. Ce qu'on fait, nous, c'est des vols de familiarisation. Donc, quelqu'un qui est intéressé à voir comment ça fonctionne, dans le but peut-être éventuel de faire une formation, bien, il embarque avec un instructeur, puis l'instructeur va faire un cours d'initiation sur la machine. C'est ce que nous, on s'en va faire. OK. Là, on va retourner... Là, je t'ai presque pas fait chauffer, là. Non, c'est vrai. Tu veux te chauffer un peu? Un petit peu. Vas-y. OK, je tiens ça tout doucement. Yes. C'est ça. Là, on s'en va vers là-bas. Okay. C'est ça. Puis amuse-toi un peu avec, là. Ouais, ah ouais. Ça, là. Ah ouais. OK, c'est ça. Ouais. C'est ça. On ramène à gauche. Un bon virage à gauche. À gauche, à gauche, okay. À gauche, à gauche, à gauche. Yes, sir. Puis on ramène à droite. Yeah. Ah ouais, hein? Ah ouais. C'est fait pour ça. Tranquillement, on descend vers la piste. OK? L'atterrissage, dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est que la roue d'en avant ne touche pas. On veut juste toucher les roues d'en arrière. OK? On se détend la main. OK, oui. Yes. Quand tes doigts viennent blancs, c'est parce que tu serres fort. C'est ça. OK. Là, je tourne un petit droit. Wow! OK. Là-dessus, tu vas aider un peu. Tu vas à gauche. On va y arriver pas. Vraiment? Hey, merci Pat pour la belle aventure. C'est incroyable, je viens de vivre un moment. J'ai la patate qui pompe encore. Merci. Yes! Insane! Venez essayer ça, là. Venez rencontrer David, là. Venez essayer ça, c'est malade. C'est pas un hélicoptère, c'est pas un avion, c'est un gyro. Mais c'est un gyro! C'est débile. Ah, je t'adore sur le champ. Ça fait des bonnes manœuvres quand même. Allez voir ce gars-là, maintenant mon pilote, il est plein de place. Le planeur, là, ça m'a surpris. Parce que je ne m'attendais pas à ça nécessairement. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on peut voyager quand même assez loin en planeur. Les coûts d'opération sont beaucoup diminués. Puis on peut voler à l'envers, on peut faire plein de figures. Puis ça, c'est vraiment le fun aussi. Et c'est du pilotage pur. Simon-Pierre, il y a des particularités quand même à un planeur. J'aimerais ça qu'on en parle parce que moi, je suis un pilote d'avion. Toi, tu es pilote privé aussi, avion. Mais, tu sais, à part brûler du carburant fossile, les avions, ça plane. Il y a des similitudes avec le planeur. La plus grande différence entre les deux, ce serait quoi? À part l'absence de moteur, là? Bien, quand on est assis dans le cockpit, c'est sûr que tu l'as vu, on est vraiment pas mal plus incliné. On est plus dans un lazy-boy, tandis que, bon, par exemple, là, nos avions workers, c'est pas mal plus assis carré. La posture est déjà quand on s'est assis dans le planeur. Quand on décolle aussi, tu as remarqué qu'on est, qui est vraiment sur le côté, on est incliné.
Mais quand on décolle, après ça, on se rend compte, bien, la première chose qu'on se rend compte, c'est que dans le fond, sur un Cessna comme on a là, la roue de queue, la roue de nez, excusez, elle sert à diriger quand même relativement bien l'avion. Hein? Puis, tant aussi longtemps qu'elle est au sol, ça va quand même assez bien. En planeur, il faut vraiment, vraiment travailler le vent traversier. C'est une des premières choses. Et puis, quand on est dans les airs, en fait, on a vraiment des très longues ailes. Hein, vous voyez, par rapport à la longueur de l'avion, les ailes sont 2 fois plus longues. Alors que ce Cessna, c'est à peu près 1 pour 1. Ouais. Donc, la queue, elle n'a pas la même fonction de stabilité. Puis, les ailerons qui sont au bout des ailes, ils ont tendance à faire plus de traînées d'ailerons. Toi, tu as fait la transition sur planeur il y a une couple d'années quand même, là? 20 ans. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a gardé captif là, dans ce sport à voile? Là? Ah, ben moi, en fait, j'ai fait planeur et après avion avec les cadets. Hein. On les salue, on recommence à voler à cause de la COVID. Je suis bien content de voir des beaux planeurs jaunes dans les airs. J'ai fait les deux, et puis je dirais qu'il y a une partie que le technique, la joie de piloter, hein, quand on décolle souvent avec un avion, on dit je vais aller prendre un hamburger sur l'aéroport voisin, puis quand on en revient, c'est ça. Ouais. Des fois, un vol d'1 heure, c'est ça. Ouais. Quand on décolle avec un planeur, on se dit on va décoller. Puis déjà, juste le tenir en l'air dans une ascendance, hein, tu l'as vécu tantôt, c'est quand même du challenge. C'est vraiment être capable de bien déchiffrer les nuages en haut de nous autres, comment que l'ascendance remonte le planeur. Donc, c'est un gros challenge à ce niveau-là. Puis c'est cette partie-là qui est vraiment le fun. Et puis, quand on vient sur le terrain, il y a une multitude de possibilités qu'on peut faire. Là, moi, actuellement, je suis instructeur de voltige, mais je peux faire un baptême de voltige le matin, enseigner à quelqu'un à voler la tête en bas. Après ça, enseigner à quelqu'un à décoller. Des fois, c'est plus épeurant de faire prendre à quelqu'un à décoller qu'à faire une boucle. Et puis, l'après-midi, je peux partir 100 heures de temps. C'est genre la multitude de possibilités, de challenges qu'on peut avoir sur l'aérodrome ici est incroyable. On a des pilotes, des fois, qui viennent du milieu de la ligne. On a des retraités des pilotes de ligne qui sont là. On a des jeunes, des fois, on a envoyé des solos à 14 ans dans le planeur qui est juste un peu qui est semblable à celui-ci, mais qui est un planeur de début. Donc, il y a une ambiance club qui est favorable. C'est comme 50 %, je dirais, de l'attrait là, parce qu'il y a un gros partage de connaissances qui existe. Des fois, dans les pilotes privés, dans les aéroports, t'as un hangar, c'est pour ça qu'il existe le fly-in aussi, là, mais au jour le jour, il n'y a pas tant de social. Alors qu'ici, on n'a pas le choix. Hein, tu vois, pour être capable de juste commencer à sortir le planeur du hangar, ça prend au moins 2 personnes. Pour amener le planeur du hangar jusqu'ici, ça prend au moins 2 personnes. Il y a tout le temps une interaction, puis tout le monde se connaît, puis généralement, on essaie d'avoir une bonne camaraderie aussi. Puis contrairement à l'aviation, où on gère des postes de pilotage, ça, c'est du pilotage pur. C'est vraiment, il appelle ça en anglais du stick and rudder. Ça, c'est genre, à la limite, tu as juste le manche, les palonniers, puis tu es capable de te débrouiller pour piloter l'appareil. Hein. On a vu, des fois, il y a des cockpits ouverts, un peu comme les pendulaires, qui finalement, ils n'ont pas d'instruments, ils sont capables de piloter pareil. C'est vraiment le vol à l'étapeur, vraiment le contact vraiment avec l'air, l'atmosphère est beaucoup plus présent qu'avec partout ailleurs dans un autre appareil. Puis moi, je connais moins ça. Mais toi, quand tu regardes un planeur, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui... Tu sais, je sais que la finesse va être intéressante, évidemment, là, tu sais, mais... C'est une déformation un peu professionnelle. Je suis ingénieur et technicien en aéronautique dans la vie de tous les jours. Puis, tu sais, quand on regarde un planeur, on regarde comment il est construit, comment les profils, comment sont faits. Fait que des fois, les pilotes d'expérience sont capables de voir la machine faire « Ah, OK, elle va voler de tel style de comportement en vol. Et puis l'attrait de la technique là-dessus est super intéressante. Juste comment c'est bâti, comment on connecte les commandes. Il y a différentes écoles de pensée. Même les Allemands, ils ont fait une technique pour bâtir leur planeur avec un certain type de quincaillerie pour les commandes de vol. Les Polonais, c'est une autre chose. Même, le ratio entre les commandes, les proportions des commandes, tout ça, c'est toute de la mécanique de vol, mais chaque on va dire avionneur à sa petite sauce, puis on le sent en vol, qu'est-ce que ça fait comme différence. Puis les distances de planée deviennent très importantes. Le ratio de planer, appelons ça comme ça, le glide... en anglais, c'est glide ratio, la finesse, en fait, en français. C'est ça, exact. Ça devient extrêmement important. Puis là, dépendamment des planeurs, on va jouer avec ça un peu, là. Oui. Dans le fond, le planeur qu'on a là actuellement, il est en configuration voltige, avec c'est un 17 mètres. On est capable d'atteindre jusqu'à 38 à 1 de finesse, à 55 nœuds environ. Si on met les rallonges, on est rendu à 44 à 1. Quand on a des appareils qui sont plus performants, on est capable d'aller plus longtemps.
Après ça, bien, il y a le comportement en vol, il y a, ça paraît niaiseux, mais le confort au bout de 5 heures, là, ça tente-tu de rester dans le planeur? C'est-tu confortable? Ça paraît... C'est important. Quand les gens commencent à acheter leur appareil, la première affaire qu'ils font, ils s'assiedent pour valider qu'ils vont être confortables pour le voler pour plusieurs heures aussi. On peut voler tant qu'on veut voler, là. On peut ne pas voir le bout de ça, là. Bien, à un moment donné, il y a la nuit, là, puis les ascendances y réduisent, mais on n'a pas le droit de voler la nuit non plus. Mais oui, on peut décoller. Le plus long vol que j'ai fait, c'est 5 heures. Il y en a des gens qui partent, on a parlé à Gabriel tantôt. Là, les pilotes d'expérience sont capables de faire des vols de 6-7 heures, dépendamment des conditions, dépendamment de la période de l'année. Ils sont capables de rester en l'air assez longtemps. Puis parle-moi de vol-voyage. Pour moi, c'est un défi. Ça me prend un moteur. Je vais aller d'un point A à un point B. Tu peux aller loin en planeur aussi, là. Oui, bien, il y a des gens qui sont partis d'ici, qui sont déjà atterris à Saint-Raymond. Il y a un club là-bas, à Saint-Raymond, à Québec. Puis ils sont déjà partis d'ici, fait le tour. Bien, il y a des zones de contrôle et tout, là. Ouais. Tout est réglementé et suivi à la lettre, là. Mais ils sont déjà atterris là-bas. Puis, oui, c'est quand même une bonne distance. Ben écoute, Simon-Pierre, c'est vraiment un plaisir d'être ici. C'est dans une ambiance tellement relaxe en plus. C'est très... On reconnecte vraiment, non seulement avec la nature au sol, mais avec la nature verticalement. On va jusque dans le ciel. C'est vraiment trippant de faire du planeur. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Félicitations, t'as bien fait ça. Hey, merci. 4G? 4. Et demi? 4.